Zero. Hello à tous écoutez, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Aventure humaine et je suis très contente d'accueillir aujourd'hui un invité pour tout vous dire que j'avais en tête depuis très longtemps, mais voilà, c'est les aléas de la vie faisaient que je n'avais pas encore réussi à le faire venir. C'est chose faite. Je suis très très contente d'accueillir Éric Julien qui est parmi nous ce matin. Salut Éric. Bonjour Laura. Je vais te présenter assez rapidement et puis bien évidemment tu rajoutes ce que tu souhaites juste après la présentation et après on rentre dans le vif du sujet. Alors je vais en gros présenter un peu ce que toi tu appelles un peu ton pédigré, mais je vais rajouter bien évidemment ma petite touche personnelle. Aujourd'hui, toi Éric, donc tu es auteur, tu as notamment de deux très très beaux livres que j'ai lus d'ailleurs, qui est Le chemin des 9 mondes et Le choix du vivant, qui a été d'ailleurs coécrit avec Marie-Hélène Strauss. Tu es aussi cofondateur de l'école pratique de la nature et des savoirs. Tu es fondateur de l'association Chendukwa. Tu es papa. Et moi, j'avais aussi envie de rajouter, alors ça c'est bien, c'est le pédigré. J'ai eu cette chance aussi de vivre une immersion autour d'un projet pendant 2 jours quand on était en Drôme. Et moi qui avais lu tes livres, moi qui connaissais ton parcours, j'ai presque été étonnée. En fait, en te rencontrant, je me suis dit, mais en fait, ce mec est super simple. Et en fait, c'était drôle et c'était en même temps, j'étais même pas étonnée. Mais tu vois, on parlait de ressenti. Je crois que la simplicité est en tout cas un des termes qui m'a le plus marqué quand je t'ai rencontré. La simplicité et puis ton naturel. Pas de chichi, t'as un truc à dire, tu le dis, t'es très observateur et voilà, j'ai envie de rajouter aussi ça à ton pédigré, en tout cas d'un point de vue plutôt ressenti, naturel, spontané et très observateur. Est-ce que ça te va? Ça me va très très bien et j'aime bien rajouter que je me présente souvent comme explorateur d'interstices. Les interstices sont les lieux ça peut être entre deux disciplines, entre deux personnes. J'ai presque envie de dire entre deux climats, entre deux écosystèmes, et ce sont généralement les lieux et les espaces de plus grande fécondité. C'est là que sans doute s'imaginera le monde de demain. Ok, bah écoute, je valide et je trouve ça au contraire très très clair. Je voudrais commencer cette discussion en te posant une question. Le podcast Aventure humaine, on parle beaucoup d'engagement, on parle beaucoup bien évidemment de valeurs et d'humain, d'humanité, de responsabilité. Est-ce que toi, dans ta vie, alors je connais un peu la réponse, mais justement j'essaye de ne pas mettre trop de monde sur la piste. Est-ce que toi, dans ta vie, il y a eu une rencontre, est-ce qu'il y a eu un voyage ou les deux, qui a vraiment marqué le début de quelque chose ou qui a vraiment marqué qui a vraiment été un déclic peut-être dans ta vie? Est-ce que tu peux nous parler soit d'une rencontre, d'un voyage ou d'un événement vraiment très marquant dans ta vie? Oh, il y en a plusieurs. Si on remonte à mon adolescence, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'acné sur le visage, beaucoup de boutons. Et donc ça met forcément en retrait parce qu'on se sent pas comme les autres, on est mal à l'aise. Donc assez vite, ne serait-ce que si on a envie de se mettre en relation avec quelqu'un, voire avec une fille, ce qui à cet âge-là est assez normal, on sent bien qu'on va pas y arriver. Donc ça m'a orienté tout de suite vers ce qu'on appelle des sports extrêmes, des sports à risque, et puisque je sentais que je ne pouvais pas exister pour ce que j'étais, il fallait bien que j'existe pour ce que je faisais. Et donc faire des sports extrêmes, du parapente, du deltaplane, des choses comme ça permettait de dire voilà, je l'ai fait, j'ai réussi. Et donc d'être regardé. Alors c'était une parade, hein, mais en même temps je ne nie pas que faire du ski extrême, du parapente, du deltaplane, etc. Ça m'a procuré beaucoup de joie. Et surtout ça m'a fait rencontrer la mère nature, la grande nature, le vivant, avec ses mystères et ses surgissements. Quand on fait du ski extrême, quand on fait du parapente, on apprend à danser avec la nature. Donc finalement, ce qui pouvait être perçu comme une difficulté a été une chance. Et ça m'a emmené vers la Colombie, la plus haute montagne du monde en bordure de mer, encore une histoire de montagne, où j'ai rencontré 2 personnes qui ont marqué ma vie, de culture, de univers.
La première, c'est la culture des Indiens Kogi et Arhuaco, les derniers héritiers des grandes sociétés précolombiennes qui vivent toujours dans cette montagne, qui aura entre 4 et 5 000 ans d'histoire ininterrompue. Et la deuxième, un homme qui était un frère de cœur, qui s'est fait assassiner par la mafia en 2005, Rentil Cruz, qui quelque part m'a initié à la danse, comment danser la vie. Et si on arrive à danser la vie, alors on peut peut-être rencontrer l'autre au sens de ce que j'appelle la fécondation cosmique, c'est-à-dire laisser l'autre entrer en soi pour se transformer de l'intérieur. Il s'appelait Rentil Cruz, il a disparu dans d'affreuses tortures, mais je garde de lui un sourire éclatant à la vie. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette période ou cette rencontre avec les Kogi, parce que en fait, est-ce qu'on peut dire, est-ce que tu m'autorises à dire que cette rencontre, en fait, elle s'est faite en plusieurs fois, en plusieurs étapes? Oui, mais on est chaque fois l'être humain et chaque fois sur un modèle qu'on reproduit de génération en génération. C'est expérience, intégration et transmission. Je pense que c'est aussi vieux que l'être humain sur Terre. Donc j'ai eu cette période de jeunesse où j'ai eu la chance de rencontrer la montagne, qui est une belle rencontre, puis ces Indiens. Et c'est le temps de l'expérience. On est comme une éponge, on s'imbibe. Et puis il faut ensuite le temps de l'intégration. Le Tao explique très bien ça, hein, le deuxième temps d'intégration, de comprendre, de monter à la conscience ce que l'expérience vous a fait vivre. Et puis enfin, comme c'est un peu mon cas aujourd'hui, on arrive à la troisième phase de la vie et on peut peut-être transmettre ce qu'a fait Rentil Cruz avec moi, quelque chose de l'ordre de la sérénité, de l'évidence du chemin, de la bienveillance sur le chemin, pour apprendre à ceux qui arrivent derrière à s'engager sur ce chemin et à vivre leur propre expérience. C'est-à-dire apprendre la bienveillance du chemin, c'est pas dire quel est le chemin, même pas le montrer, c'est juste permettre d'être présent auprès de l'autre quand il trébuche et qu'il fait ses propres expériences avec bienveillance et gentillesse. Il s'appelait Rentil Cruz en espagnol, c'est la gentille croix, c'est quand même pas banal, la gentille croix. Et est-ce que donc quand on parlait un petit peu en off tout à l'heure, je te demandais, on parlait d'engagement, mais finalement, déjà, c'est quoi l'engagement pour toi? Et est-ce que après cette rencontre, est-ce que tu considères que tu t'es senti engagé? Est-ce que tu as voulu t'engager? Est-ce qu'il y a eu un engagement, on va dire, est-ce que cette notion d'engagement avait une définition différente avant ta rencontre avec les Kogi? Évidemment, je reviens à mes trois plans, hein, le temps de l'expérience, le temps de l'intégration et le temps de la transmission. La notion d'engagement, quand on est dans le temps de l'expérience, c'est quand même de façon inconsciente, hein, beaucoup l'ego qui nous guide. On est dans une phase de la vie, comme le rappelait Jung, on a besoin d'exister, on construit son moi, on construit son identité. Donc les autres sont généralement des variables extérieures pour gérer son égo-système, moi au centre et les autres en périphérie. Et puis il faut cheminer pour arriver à cette deuxième étape où on prend conscience des relations. Donc forcément, quand on prend conscience des relations, quand on prend conscience que nous ne sommes que le fruit de nos relations, alors la valeur d'engagement quitte un peu l'ego pour devenir une responsabilité, c'est plus la même chose. Et puis quand on arrive à la phase qui est la mienne, le troisième temps de la vie, l'engagement, ça devient bizarrement presque une amitié. Depuis 30 ans que je chemine avec ces Indiens, j'ai vu des petits bouts qui avaient 3 ans, qui sont nés depuis que je suis allé là-bas, qui sont maintenant des adultes et qui ont avec moi un comportement parfois comme avec leurs anciens eux. Comme s'ils m'avaient mis dans leur imaginaire. Ils m'appellent quand je suis arrivé, ils m'appelaient la poule blanche Chintatueva, parce que un jour j'avais fait le coq pour remplacer le coq du village qui était mort. Donc ils m'ont dit, mais qui a fait le coq? Je dis, chez moi. Donc voilà, ils m'ont appelé la poule, enfin le coq, et puis ils ont vu que j'étais blanc, puis ils ont vu que j'étais un peu rond, donc la grosse poule blanche. Et puis depuis quelques mois, là où j'y suis retourné, maintenant, ils m'appellent la sage poule blanche. Donc, c'est comme s'ils avaient désigné un certain parcours de vie qui amène une certaine sérénité sur la vie. Et je trouve ça intéressant. Ils la désignent non pas tant par culture, c'est-à-dire que des gens qui viennent de l'extérieur, qui auraient cette posture sagesse, j'en sais rien, mais en tout cas de sérénité, rentrent dans leur vocabulaire et rentrent dans leur grande famille. Ça j'aime bien, ça. Non pas qu'il m'ait désigné sage, mais de faire partie d'une famille d'humains, ça me plaît bien.
Est-ce que tu peux, alors moi j'ai lu tes bouquins et du coup je connais aussi peut-être, enfin je connais ton parcours. Est-ce que juste pour les auditeurs, est-ce que tu peux nous rappeler dans quelles conditions vous vous êtes rencontrés, toi et le peuple Kogi? On est en 1985, j'ai 25 ans, on me dit c'est la plus haute montagne du monde en bordure de mer. À 5800 mètres, on est censé voir la mer des Caraïbes 40 km plus bas. Donc c'est assez fascinant puisque je faisais pas mal de montagnes à cette époque-là. T'étais déjà guide de haute montagne? J'étais accompagnateur de montagne. Accompagnateur. Il y a plusieurs niveaux dans la profession de guide, donc j'étais à un des niveaux. Et quand je suis monté sur les sommets, j'ai eu un œdème pulmonaire, de l'eau dans les poumons, donc il y a pas forcément de douleur physique. Mais il n'y a plus d'oxygène dans le sang, c'est comme une voiture sans carburant. Vous êtes à 5000 mètres, tout seul, et vous avez 10% d'oxygène dans la tête, suffisamment pour vous dire, là, ça va être compliqué, je peux même plus marcher, je peux plus me lever, je suis tout seul, comment je vais redescendre? Et j'ai eu la chance que ces humains qu'on appelle des archaïques, des primitifs, des sous-développés, des naturels, des autochtones, enfin, on sait pas trop comment désigner ces humains-là, vivent à cette altitude, me ramassent. Il y avait un papa et ses 2 fils me soignent et me sauvent la vie. Donc ça remonte à 34 ans maintenant. Et pour la petite histoire, ils m'ont soigné, ils m'ont redescendu, ils m'ont sorti de la vallée, ils m'ont mis à un endroit où il y avait des 4x4 qui venaient de temps en temps, donc j'ai pu partir de la montagne. Et pour la petite histoire, je n'avais jamais revu ni le papa ni les 2 fils, parce que j'avais pas pensé à noter leur nom. La montagne est grande, je ne savais pas trop par quelle vallée ils m'avaient redescendu. Et il y a 1 an et demi, j'ai retrouvé les traces de ce papa et de ses 2 fils. Donc je suis remonté les voir, on s'est retrouvés 33 ans plus tard, alors que j'avais pas eu de nouvelles. Et j'ai pu leur dire 2 choses. La première, j'ai pu leur dire merci, ce que j'avais pas pu faire à l'époque. Donc le garçon que j'ai retrouvé, qui avait 25 ans à l'époque, il avait le même âge que moi maintenant. 60 ans, c'était rigolo de se retrouver, c'était touchant. Et surtout, j'ai pu leur demander pourquoi ils vivaient là-haut et quel était leur travail. Pourquoi ils avaient choisi de vivre là-haut? Est-ce que c'était juste pour le paysage ou est-ce qu'il y avait une autre raison? Et peut-être qu'il m'a fallu tout ce temps-là pour être capable de poser cette question et surtout de comprendre la réponse. Et du coup, la réponse, est-ce que tu peux nous la partager? Alors, bien sûr, ils gardent, comme les aborigènes en Australie qui parlent du temps du rêve, ils gardent l'aube de la pensée, c'est-à-dire la pensée qui a précédé la vie sur Terre. Alors, ça peut nous faire sourire, mais en fait, leur discours, c'est de dire la vie n'est pas apparue comme ça dans un claquement de doigts. Il y a bien des conditions qui ont permis l'apparition de la vie. Alors, eux, ils parlent pas de conditions au sens scientifique, même si ça s'en rapproche, à mon avis. Mais ils parlent de la pensée qui a permis que la vie émerge. Alors là, c'est un vieux débat. Est-ce que la vie n'est qu'une succession de phénomènes physico-chimiques, ou y a-t-il un esprit, une intention, une âme? J'ai pas à trancher le débat aujourd'hui, mais en tout cas, pour eux, évidemment qu'il y a une intention. Et comme beaucoup de peuples traditionnels, j'évoquais les aborigènes, ils gardent cette pensée d'avant la vie. Et ils pensent que tant qu'on se reliera pas à cette pensée, c'est-à-dire quand on comprendra pas fondamentalement d'où vient la vie, eh ben, on ne pourra pas en garder l'harmonie et les équilibres, et on continuera notre chemin de déséquilibre mortifère tel qu'on l'a engagé aujourd'hui avec ces températures caniculaires parmi d'autres symptômes qui nous tombent dessus en ce moment. Moi, j'ai une question. Alors, c'est peut-être en rebond à l'un de tes posts, de tes récents posts. Qu'est-ce qui, on voit, hein, on est conscient des catastrophes, on est conscient des températures, on est conscient que ça va pas. Et malgré tout, à mon sens, mais en fait, je pense que c'est pas à mon sens, je pense que c'est au sens de beaucoup de personnes. En fait, on ne bouge pas. On ne bouge pas suffisamment, on ne bouge pas assez, on ne bouge pas assez vite. Qu'est-ce qui, selon toi, explique qu'on, en fait, cette absence de mouvance? Est-ce que c'est parce qu'on a peur? Est-ce que, en fait, il faut on vive une catastrophe à l'échelle nationale, mondiale, pour qu'on se bouge les fesses? Qu'est-ce qui fait, à ton avis, peut-être que c'est quelque chose dont vous avez déjà discuté avec les Kogi, qu'est-ce qui fait qu'en fait on bouge pas nos fesses, quoi? Pour moi, il y a 3 raisons qui fait qu'on bouge pas nos fesses. La première, c'est la peur, effectivement. La peur du changement en général. Donc on n'est pas très, très à l'aise pour bouger nos pratiques et nos comportements. Surtout, et c'est la deuxième raison, parce qu'on sait pas comment faire. En fait,
Beaucoup de gens ressentent bien qu'il faudrait faire quelque chose, mais nous n'avons aucune réponse à peu près sensée sur les modalités. C'est la phrase d'Einstein, un autre chaman à nous, qui dit: ce qui rend fou, c'est de faire plus ou mieux de la même chose. Donc on voit des gens qui accélèrent de la même chose, et on sait très bien que c'est pas ça qui va résoudre le problème. Donc non seulement on a peur, mais on n'a aucune idée des modalités. Et surtout, on ne sait pas comment s'y prendre, parce que à un moment, faut se faire confiance pour y aller. On n'est pas du tout bon en matière d'intelligence et de démarche collective. Il y a une petite phrase d'Hannah Arendt qui travaillait sur les systèmes politiques, notamment l'apparition du totalitarisme, qui explique que les valeurs sont comme les feuilles mortes, c'est-à-dire le collectif, le faire ensemble. Les valeurs sont comme les feuilles mortes, elles ne s'agitent que quand le vent se lève. Donc effectivement, tant que le vent ne se lèvera pas suffisamment fort, puisque nous n'avons pas la conscience de ce qui se passe, c'était le troisième registre, il va falloir attendre une catastrophe, un peu tristounelle, et c'est souvent comme ça que ça marche. Alors la deuxième démarche, c'est celle à laquelle nous invitent les Kogis, c'est le chemin de conscience. En fait, quand on regarde, il y a 4 manières de cheminer en conscience, 3 qui sont imposées de l'extérieur et une qui est volontaire. La première, c'est si on partait tous les deux ou avec les auditeurs au fin fond de la forêt tropicale amazonienne. Pour survivre en forêt, il faudrait qu'on développe quelques valeurs fortes pour faire commun et arriver à s'en sortir. La deuxième, c'est malheureusement des situations de violence, et on le voit bien, dès qu'il y a des situations de violence, il y a en parallèle des situations de solidarité et de valeurs fortes qui se développent. La troisième, c'est des situations de métiers compliqués, comme les mutuelles, par exemple, les mineurs qui étaient envoyés au fond des mines, dans des situations professionnelles terribles, qui savaient ni lire ni écrire. Ils ont inventé un collectif extraordinaire dont on bénéficie encore aujourd'hui, qu'on appelle les mutuelles. C'est-à-dire chacun mettait un peu d'argent dans une caisse commune pour payer les enterrements, pour soutenir la veuve, l'orphelin et mutualiser le risque. Dans ces 3 cas-là, on voit bien que c'est sous la contrainte qu'on a refait vivre les valeurs. Et il en reste une 4e qui est celle de la tradition, c'est s'engager par choix dans un chemin de confiance. Et comme les gens confondent tradition, imposition, c'est pas très clair ce que c'est qu'une tradition, ils comprennent pas très bien ce que ça veut dire, donc c'est souvent un chemin qui est laissé de côté ou qui est pas tellement prisé. Voilà, si on va pas dans le chemin du volontarisme pour se relier aux autres, de faire le travail personnel sur soi et comprendre que nous ne sommes que le fruit et la qualité de nos relations, il reste les 3 autres, la contrainte extérieure. Donc ça risque d'être un mélange qui va nous tomber sur la tête, un peu brutalement, je le crains, mais bon. Est-ce que tu considères aujourd'hui que l'une des premières clés, ou en tout cas l'une des premières petites actions qu'on pourrait mettre en place, c'est aussi c'est peut-être de commencer à connaître sa propre histoire, à aller se reconnecter en fait à son histoire pour mieux se connaître. Je m'explique. Le voyage m'a fait comprendre beaucoup de choses, et ensuite, quand je suis revenue, alors j'ai de la chance de beaucoup parler avec mes parents depuis toujours. Et quand je suis revenue, je leur ai posé plein de questions et je leur ai offert 2 cahiers. Je leur ai dit, s'il y a forcément peut-être des choses que vous avez oublié de me dire, en fait, parce que les discussions ne s'y prêtaient pas. Je voudrais qu'on parle de la famille, de l'histoire de la famille. Donc j'ai fait parler ma maman de ma grand-mère, etc. Et en fait, ça m'a permis donc j'ai réussi je me suis fait aider, mais j'ai réussi à établir mon arbre généalogique. Pour vraiment que j'ai épluché. Et en fait, avec mes parents, on a regardé cet arbre et on a beaucoup parlé. Et en fait, j'ai aussi senti que ça faisait vachement de bien à mes parents, et ça m'a permis de comprendre plein de choses sur ma famille. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il faut se reconnecter à sa propre histoire? Est-ce que se reconnecter à sa propre histoire pourrait être déjà un premier pas vers peut-être plus de conscience? Qu'est-ce que tu penses de cet apprentissage de sa propre histoire? Bon, tu reposes à juste titre la question de l'éducation et de la transmission. Comment on transmet, comment on éduque, educere, faire surgir le potentiel des jeunes et des moins jeunes aujourd'hui. On voit qu'on est complètement à côté de la plaque en termes éducatifs. On peut déjà répondre sur plusieurs registres. Le premier registre, c'est que les systèmes éducatifs traditionnels associent plusieurs dimensions. La première dimension, c'est la qualité de la relation, apprendre à rentrer en relation avec l'autre. Ce serait quelque part faire vivre les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Est-ce qu'on aurait l'audace de faire vivre la fraternité dans une école ?
Et ce qu'on ne fait pas du tout, bien évidemment, ou très peu. Donc apprendre à nourrir une qualité d'être, une qualité de lien qui va vous permettre de rentrer en relation avec vos amis dans l'école, avec vos parents, et donc de répondre à cette question, effectivement, comment je vais aller rechercher mon histoire, comment je vais nourrir ce lien de plein de manières différentes. La deuxième, c'est le corps. Hein. Les traditions travaillent beaucoup par le corps. Or nous, si on regarde bien comment les enfants vont à l'école, ils sont assis sur des chaises, pas toujours confortables, avec des sonneries stridentes qui marquent les 45 minutes au collège pour des trucs très intellectuels, mentaux, avec assez peu de conscience et de pratique du corps. Donc on est là aussi complètement à côté de la plaque. C'est une époque de la vie où on a plein d'énergie et on laisse les enfants assis pendant des heures comme ça, c'est pas possible. Et effectivement, il y a la troisième qui est conscientiser, intellectualiser les choses. Mais c'est une forme différente d'éducation que d'intellectualiser quand on vous fait apprendre des cours d'histoire ou de géographie, peu importe, ou de français, et de vivre une expérience sur laquelle vous allez mettre des mots, même si les deux se rejoignent. Donc on voit bien qu'en termes éducatifs, on est complètement à côté de la plaque. Et puis si on en revient à votre question, une petite phrase qui dit l'autre me renseigne sur ce que je ne sais pas de moi. Donc on en revient à la qualité de la relation. Plus on arrive à engager un dialogue avec l'altérité, avec ce qui n'est pas moi, plus on répond à cette phrase, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les hommes, si on apprend à se connaître. Donc on voit bien que c'est tout le champ éducatif qu'il faudrait revoir et requalifier. Mais on, je sais pas si on arrivera avant la catastrophe. Quand on réfléchit bien à cette phrase, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les hommes, c'est une phrase clé. Parce qu'en fait, les Indiens Kogi connaissent ce qu'on appelle les fractales. C'est-à-dire que les fractales, c'est ce qui se passe à une échelle d'espace et de temps, se passe à l'identique à une autre échelle. On peut prendre, pour comprendre ça, le chou-fleur romanesco, ou le chou-fleur tout court. Hein. Le chou romanesco, quand on le coupe dans sa largeur, on voit bien que le grand chou-fleur est composé de petits choux-fleurs, mais qui ont exactement la même forme que le grand chou-fleur, mais en petit. Et le petit chou-fleur est lui-même composé de tout petits choux-fleurs qui ont eux-mêmes la même forme que le grand, mais à une autre échelle. Ben, si on prend cette phrase au premier degré que pratiquent les Kogi, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les hommes, je pense que les Kogi pratiquent ça au premier degré. C'est parce que leurs chamans ont une formation de 18 ans dans le noir, qui leur permet d'atteindre une connaissance d'eux-mêmes extraordinaire, qui font vivre ce principe et qui connaissent l'univers et les hommes. Donc, est-ce que est-ce que selon toi, apprendre aussi, réapprendre ou apprendre à se retrouver aussi beaucoup plus souvent seul et ne pas avoir peur en fait tout simplement de la solitude, est-ce que toi en fait tu l'encourages autour de toi, est-ce que tu trouves au contraire que c'est une pratique normale et essentielle? En fait, si on regarde bien, le monde fonctionne par deux. Le jour et la nuit, l'inspire et l'expire, le haut et le bas. Donc la relation à la solitude, c'est même pas trouver ça bien ou pas bien, c'est que c'est une composante de la vie. Les systèmes éducatifs traditionnels fonctionnent sur la base des règles, des principes du vivant. Qu'est-ce qui permet la vie? Or le 2 est un des principes qui permet la vie. Donc dans le 2, relation-solitude, c'est un principe de base, c'est même pas une question morale de bien ou de mal. C'est qu'il faut qu'on ait des temps d'introspection, de solitude, de confrontation à soi-même, à ses peurs, etc. Là où je remercie Rentil Cruz, dont on parlait tout à l'heure, je le remercie de l'avoir croisé, c'est qu'il m'a initié à ce cheminement, et surtout il m'y a initié avec simplicité et avec humour. C'est-à-dire que il y a rien de pire que de se prendre au sérieux sur le chemin de la vie, mais ça veut pas dire qu'il faut pas faire les choses sérieusement. Donc j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a guidé sur ce chemin, dans la simplicité, dans la joie, et surtout dans le quotidien. Il n'était pas prosélyte d'une église ou d'une pratique, il était juste prosélyte de la vie. Et comme on est tous vivants, j'ai assez vite compris ce que ça pouvait vouloir dire. Ça vous remet de l'enthousiasme, et la racine du mot enthousiasme, c'est traversé par le divin. On va mettre le divin de côté parce que c'est très connoté, on peut dire juste traversé par la vie. On est enthousiaste quand on est traversé par la vie, et donc c'est le seul enseignement qui vaille. Et le 2 est un des principes qui permet la vie, donc oui, la solitude est importante. Dans tout ce qu'on est en train d'aborder sur l'éducation, j'ai une question, j'avoue, qui me turlupine. Ouais, qui je crois la première fois où je t'ai rencontré, parce que l'éducation est un sujet qui me tient extrêmement à cœur depuis, tu vois, même avant d'être maman.
pour connaître quand même, je sais pas si on peut dire connaître, pour avoir pour côtoyer, parce que je sais pas si on connaît on peut connaître les Kogi en 30 ans, je pense que c'est un chemin de toute une vie, pour côtoyer en fait les Kogi. Est-ce que il y a cette notion d'éducation comme nous on a dans notre monde occidental, ou est-ce que c'est plutôt la notion de transmission? Tu vois, est-ce que cette notion d'éducation c'est très occidental, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose je sais qu'il n'y a pas de système éducatif comme chez nous, mais est-ce que c'est un concept qu'ils comprennent, l'éducation, ou est-ce que eux ils sont vraiment uniquement dans la transmission? Non, je pense qu'ils sont dans l'éducation, dans la transmission, et peut-être même plus encore. La différence avec nos systèmes éducatifs à nous, c'est que toute leur transmission, tout leur système éducatif est construit sur le réel. C'est-à-dire qu'ils apprennent à leurs jeunes. En fait, ils ont deux missions clés. La société Kogi a deux missions clés. On parle beaucoup aujourd'hui d'entreprise à mission. Je me suis intéressé à demander finalement la mission des Kogi, c'est quoi. Donc ils en ont deux. La première, c'est soigner la terre. Donc faire en sorte qu'elle ne tombe pas malade. Ils s'en sont responsables puisque ils ressentent au sens propre du terme le fait qu'ils soient les enfants de la Terre. Et c'est vrai que nous sommes le fruit de 4 milliards 500 millions d'années d'évolution. C'est comme si on était tout au bout d'une feuille d'arbre. On est tout au bout de la feuille parce qu'il y a tout l'arbre derrière et tout le système racinaire. Donc ils se sentent responsables en étant tout au bout de l'arbre, de toute l'histoire de l'arbre. Donc c'est leur première mission, soigner la Terre, permettre que ce miracle existe toujours. Et leur deuxième mission, c'est apprendre à vivre en paix ensemble. Alors ça c'est la question, quoi. Comment faire vivre un commun ensemble, et comment partager la rareté, l'eau, les ressources minérales, je sais pas quoi, pétrolières par exemple, ou alimentaires, partager la rareté entre plusieurs personnes aux intérêts divergents et aux modes de fonctionnement divergents. Donc on voit bien qu'en fait ils ont comme mission les deux questions clés de notre société moderne: vivre ensemble, donc arrêter de se faire la guerre, et protéger ce vaisseau spatial qui traverse l'univers, dont jusqu'à preuve du contraire, on pense que c'est l'unique vaisseau spatial pour l'instant, l'unique surface sur laquelle la vie s'est développée. Peut-être qu'on va en trouver d'autres, mais pour l'instant on l'a pas encore trouvé. Voilà leur mission. Donc après, leur système éducatif est construit derrière. Comment apprendre à vivre en paix ensemble? Ils apprennent leurs émotions, ils apprennent la relation, ils apprennent le partage, mais ils l'apprennent pas dans un concept abstrait dans une salle de classe. Ils vont apprendre où et comment sont produits les déchets de la communauté, et comment on les gère. C'est comme si on apprenait à nos enfants dans les écoles, tout ce que tu fais comme cochonnerie, papier, machin, bidule, on va suivre le parcours et c'est nous qui allons nous en occuper. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça, quand tu es confronté au réel, t'apprends vite. Alors que là, nous, on a des femmes de service qui nettoient derrière, on a des poubelles, on sait pas où ça va. On n'a aucune conscience de l'écosystème dans lequel on grandit comme enfant. Donc on peut pas être responsable ni conscient de ce qu'on ne connaît pas. Donc on pourrait résumer en disant que les Kogi ont un système éducatif par projet, ancré dans le réel. Après, ils ont une deuxième voie éducative qui est résumée par une petite phrase. Quand tu chemines avec un ancien ou une ancienne, c'est là que tu apprends le plus. Donc ils vont aller faire des tas de choses avec des gens plus anciens. Et la transmission, elle se fait comme nous, on le fait parfois avec notre grand-père, notre grand-mère. On a tous le souvenir d'une recette de gâteau qu'on a appris, ou d'aller pêcher que papy, j'en sais rien. Mais... Donc ça, pour eux, c'est vraiment institutionnalisé comme un système éducatif. Après, il y a l'éducation qui est transmise par les parents dans la vie quotidienne. Et tout ce qui concerne le commun et la communauté va être transmis par les chamans, qui eux s'occupent de gérer les règles collectives, les cérémonies, la culture, les éléments collectifs. Donc c'est un espèce de processus éducatif à quatre pattes. L'expérience, le projet, les grands-parents, les parents, le chaman. La communauté. C'est ancré sur la réalité. Par exemple, c'est les petits-enfants de 3, 4, 5, 6, 7 ans qui sont en charge d'alimenter la communauté en eau. Donc ça veut dire qu'ils doivent savoir les sources, où est-ce qu'elles se situent, les débits, leur tessiture, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont plus ou moins denses en minéraux ou pas, est-ce que c'est de l'eau courante ou de l'eau stagnante, voilà. Quand ils arrivent à 7 ou 8 ans, ils connaissent toute l'histoire de la ressource en eau de leur territoire. Donc là, ils peuvent en être responsables, ils le connaissent. Et en plus, en amenant l'eau aux anciens, ça évite que les anciens soient tout seuls et ça fait de la relation sociale. Voilà. Puis ensuite, ils vont apprendre, quand ils vont passer à 7, 8, 9 ans, ils vont apprendre tout ce qui a trait au bois,
Le bois, c'est pour se chauffer, le bois, c'est pour la construction, c'est pour plein de choses, le bois, pour les ustensiles de cuisine. Donc il va apprendre à identifier les arbres qui fument quand on les brûle, les arbres qui fument pas, la densité, où est-ce qu'ils poussent, dans quel écosystème on peut couper les arbres, dans quel écosystème il faut surtout pas en couper, voilà. Deuxième étage du territoire, ils vont connaître tout ce qui pousse et qui rampe, et ils ont à peine 12-13 ans. Et après, ils vont s'occuper des animaux domestiques. Donc ça veut dire à quel endroit on peut mettre les animaux domestiques pour éviter la production de parasites. Donc comment on fait la rotation plantes et animaux domestiques. Ce qui fait qu'ils arrivent vers 16-17 ans, ils connaissent intimement ce corps vivant qui est un territoire. Alors nous, pas du tout. Nous, on est dans des cours en béton, dans lesquels la nature est au mieux une photo dans la classe ou un arbre cerné par le goudron au milieu de la cour. On est à 85% en ville, c'est pas une critique, c'est un constat. Donc on ne peut plus être enseigné avec et par la nature, ça n'existe plus. L'aventure humaine se limite à l'humain, alors que l'humain est vivant. C'est comme si on enseignait un dixième de ce que nous sommes comme être humain vivant. Il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. C'est déjà, tu parlais de responsabilité, par rapport aux jeunes enfants. On a vraiment, quand je t'entends, j'ai vraiment le sentiment que voilà, la communauté en fait donne cette responsabilité de connaître les points d'eau et de savoir et puis d'être en charge d'aller chercher l'eau, alors que dans notre société, on a plutôt tendance à infantiliser l'enfant peut-être encore hyper tardivement. Tu vois, j'ai à 1 an et demi, même d'ailleurs plus jeune, j'ai toujours beaucoup parlé, montré à mon fils et à une de mes copines. Alors, elle n'est pas encore maman, mais elle me dit mais qu'est-ce que tu as besoin de lui dire, de lui montrer tout ça à son âge? Et en fait, au début, j'ai pas compris la question. Je lui dis, je comprends pas. Elle me dit, mais il a un an, il pige pas ce que tu lui dis. Et en fait, je suis restée sans voix. Et dans ma tête, je ne m'étais même pas posé la question. Et donc, je lui ai simplement répondu, je lui dis, mais si je ne lui montre pas dès son plus jeune âge, qui va lui montrer? Et en plus, c'est dans mon système, en fait, en plus, c'est la façon dont j'ai été élevée. Et j'ai très à cœur, en plus, de montrer à mon fils, de lui parler quand alors, il est encore très bourrin. Alors, ça, je sais pas si c'est parce que c'est un petit mec, mais on a appris à caresser les fleurs. Bon, ça lui arrive quand même d'en dégommer très, très, très souvent, hein. Les câlins aux fleurs, il le fait. Puis, quand j'ai le dos tourné, il a besoin d'arracher. Mais, c'est vrai que quand c'est très nouveau, mais quand ma copine m'a vu dire à Robin, bah, regarde la fleur là, bon tu l'as fait clairement tu l'as arrachée, regarde il y a la sève qui est en train de couler, je pense qu'elle aime pas du tout je pense qu'elle a mal. Et Robin m'a regardé et a fait une caresse à la plante. Et je lui dis, bah oui, c'est comme tes cheveux. Moi, si je t'arrache un cheveu, bah ça fait mal. Et en fait, il a touché sa tête en mode, tu vas pas toucher mes cheveux, tu vas pas m'arracher un cheveu. Et je lui disais, mais en fait, si moi je lui explique pas que, ou si quelqu'un ne lui explique pas que finalement on n'arrache pas les plantes et que finalement, il faut savoir leur parler. Je lui dis, mais en fait, qui va le faire aujourd'hui dans notre entourage? Et on s'est pas comprise. Et elle m'a dit, mais t'en fais trop. Je lui dis, en fait, peu importe. Moi, c'est comme ça que j'éduque mon fils. Et donc, j'ai l'impression, en t'écoutant, qu'il y a vraiment cette notion de responsabilité. On n'infantilise pas, en fait, les enfants. On leur dit, voilà, tu grandis, tu dois apprendre à connaître l'eau, tout le système qui est en amont, en aval. Le bois, tu dois connaître sa texture, où ça pousse, etc. Et donc, à considérer les enfants comme des, je sais pas si on peut dire ça, mais des mini-hommes. En fait, ce sont des enfants qui sont en train de devenir de futurs hommes. Est-ce que toi, tu trouves que dans notre système, déjà, on infantilise beaucoup trop? Et est-ce que tu penses que nous aussi, en tant que parents, on devrait peut-être infantiliser moins et en tout cas, en fait, expliquer beaucoup plus le vivant dès le plus jeune âge?
Déjà, ce qu'on peut partager de ta question, c'est que dans ce qu'on appelle le vivant, il y a deux dimensions. Une dimension visible, perceptible, les arbres, les nuages, les pierres, les cailloux, enfin, bref, tout ce qu'on peut voir autour de nous, et une dimension invisible. Alors souvent, quand on parle de la dimension invisible, on se demande de quoi on parle. Et cette dimension invisible, elle est à l'œuvre lorsque tu portes un bébé. C'est-à-dire pendant les 9 mois de la gestation, le bébé apprend déjà. Alors, il apprend pas par la conscience, son corps reçoit. Il reçoit quoi? Le stress de la maman ou le sentiment de sécurité. Il reçoit exactement tout ce que mange la maman. Boris Cyrulnik a fait beaucoup d'expériences là-dessus. Tout ce que mange la maman passe par le cordon ombilical et passe par le liquide amniotique et le bébé s'en imbibe complètement. Est-ce que la maman a écouté de la musique? Quel geste elle a fait? 60% du terreau, on va dire ça comme ça, du potentiel du futur bébé se constitue quand le bébé est dans le ventre de la mère, où il reçoit des tas d'informations qui vont constituer ce qu'on va ensuite appeler son tempérament ou peut-être son caractère. Et l'illusion qu'on a, c'est de penser qu'après la naissance, ça s'arrête. Bien sûr que non, ça s'arrête pas. On est à la fois dans une constitution physique, technique, de ce qu'on voit, de ce qu'on peut mesurer, regarder autour de nous, et on s'en rend pas compte, on est complètement nourri par des champs magnétiques qui sont invisibles, par un ciel de novembre plombé et gris, pluvieux et froid, qui va peut-être déclencher un sentiment de marasme dans notre esprit, en disant voilà, qui va peut-être nous mettre dans un état intérieur particulier, peu importe, ou par le soleil, voilà. En fait, on est complètement nourri par cette dimension invisible de la vie. Et ça, on l'oublie complètement. Donc nous, on éduque nos enfants sur une seule jambe. Et alors, déjà, on s'en rend pas compte. Souvent, les mamans ne l'apprennent pas forcément, ni les papas, de ce qui se passe dans le ventre de la maman. Boris Cyrulnik est un de ceux qui a ouvert le champ de la connaissance là-dessus. Mais surtout, ça continue après. Et alors là, on le zappe complètement. On est strictement dans le mental et on pense pas du tout aux autres dimensions. Ensuite, les enfants, c'est des éponges. Moi, j'emmenais mon fils dormir souvent. On partait tous les deux dormir dans la forêt. Pas besoin d'expliquer. La première fois, il a dormi contre moi. La deuxième fois, de l'autre côté du feu. La troisième fois, on a fait chacun notre hamac de l'autre côté. Maintenant, il a 15 ans et il est capable de partir 4 jours tout seul en montagne faire son hamac. Mettre son hamac, il n'a pas peur. Donc il a appris parce que j'ai fait avec lui, parce que les enfants étaient des éponges, ils voient bien ce qu'on fait ensemble. Donc s'il voit une maman ou un papa qui regarde une fleur, qui a de l'attention pour ceux qui l'entourent, et qui a une intention généreuse et joyeuse quelque part, pour les autres vivants, c'est évident qu'il va apprendre, sans s'en rendre compte, la même pratique et le même comportement, même si la conscience de ce que ça veut dire lui viendra peut-être plus tard, mais ça c'est autre chose. Ça répond à ta question. Donc, ouais. L'éducation se joue en grande partie, pour reprendre une phrase d'un cycliste célèbre, à l'insu de notre plein gré. Donc quand on a compris ces différents canaux éducatifs, alors là on peut créer les espaces, et surtout soi-même en tant que parent. Le grand problème des enfants, c'est souvent les parents. Je vois, on a ouvert une école dans la Drôme. Quand un enfant va pas très bien, et on est dans une école où il y a 4-5 enseignants, donc on peut voir le petit bout ou la petite louloute sous 4-5 regards. On peut le voir dans les apprentissages, on peut le voir au jardin, on peut le voir dans les randonnées en montagne, on peut le voir dans tous les aspects de sa vie de petit garçon, de petite fille. Et tu vois assez vite que les dysfonctionnements sont systémiques, sont liés à la famille. Et là, tu te heurtes à une impossibilité chronique dans notre monde de questionner ce qui est, sous-entendu de questionner le rapport des parents à leurs enfants, parce qu'on questionne les fondamentaux de la famille, des croyances, et on en revient à la peur, donc aux émotions et à la violence que ça peut générer. Quand il faut qu'on rentre en dialogue et en communication sur des choses aussi intimes que son enfant, sa vie, son cœur, son âme. On pourrait peut-être se dire, tu sais, c'est pas un jugement de la séparation, par exemple, mais la séparation a peut-être provoqué de l'insécurité, donc un manque de confiance en lui, il y a peut-être un travail à refaire, non pas pour juger votre histoire personnelle de parents, ça ne nous regarde pas, mais pour aider le petit bout à se sortir de ce qu'il n'a pas forcément très bien vécu. Voilà, on a déjà perdu les 3/4 des parents. Ouais, mais c'est un vrai sujet. Moi, je sais que tu vois, il y a eu une période et qui est normale quand on connaît le développement en fait naturel de l'enfant. Il y a eu une période où en fait, Robin était très
C'est un petit garçon très curieux. Les pauses et la méditation, tu vois, c'est pas encore son truc. Hein. Lui, c'est plutôt découverte. Voilà, et à un moment donné, il était. J'avais du mal à. Il y avait pas de calme. C'était très tendu. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, alors de toute façon, il est évident que nos enfants sont nos miroirs. Donc si tu es comme ça, quel est mon état intérieur? Et alors là... Tu as fait la réponse. Et ils sont nos reflets. Donc est-ce que les parents ont ces espaces de calme et de tranquillité? Qu'est-ce qu'ils transmettent par le corps et par l'exemplarité? Exactement. C'est ce moment-là que vient la difficulté. Et le jour où je me suis posé cette question en me disant, ok, donc si forcément je sais que tu es mon miroir, je sais que tu es aussi là pour me faire travailler, si tu es comme ça, ok, ça va pas être agréable. Je m'appelle souvent ma cocotte. Je dis donc, ma cocotte, quel est ton état intérieur? Et là, je me suis dit, oh bah tu m'étonnes que mon fils soit agité. Et le jour où beaucoup par résonance. Hein. Ouais. Et le jour où j'ai compris ça, je me suis dit, ok, on va juste essayer d'instaurer un peu plus de calme déjà en moi et d'instaurer plus de calme du coup avec mon fils. Et le jour où, à un moment donné, je sais pas, il faisait des bêtises, etc. Et je me suis mise à son niveau. Je lui ai dit, écoute, là, je suis pas d'accord. Et je lui ai expliqué et j'étais très calme. Et depuis, j'ai une il y a vraiment un truc dans la relation qui a changé. J'ai cette chance quand même. Je dis pas qu'il boit du tout mes paroles, hein, mais il m'écoute. On parle beaucoup, et c'est vrai que quand j'ai un truc à lui dire, j'essaie déjà de jauger mon état intérieur en me disant, est-ce que là tu es la bonne personne pour lui faire cette réflexion à cet instant? Et en général, je me calme quand je suis un peu speed. Je me pose et là, je discute ou je lis avec lui, etc. Mais comment veux-tu que je lise une histoire avec nous, on est très animaux, donc on regarde beaucoup les animaux, si je suis pas disponible? Et en fait, c'est lui qui vient me chercher par la main et c'est lui qui tape un peu du poing sur la table quand je ne suis pas disponible. Et c'est là où je me dis, non, en fait, t'as raison. Et en fait, voilà, c'est vraiment c'est des miroirs incroyables. Et je crois que pour en avoir parlé avec des parents, c'est jamais agréable de se faire un petit scanner, un autoscanner, mais pour nos enfants, je crois que c'est primordial. Quand les enfants vont pas bien, voilà, posons-nous peut-être aussi la question, allons-nous bien? Ben oui, reprends cette phrase, l'autre, et en l'occurrence ton fils, me renseigne sur ce que je ne sais pas de moi. Oui. Donc là, on est en plein, mais ça va aussi pour des adultes. Donc quand on a un doute, il y a un exercice très simple, on prend son agenda, en tout cas son répertoire, on cherche ses 4 ou 3 meilleurs amis, et on leur téléphone, et on leur pose cette question, on leur dit « Que penses-tu vraiment de moi ?» Et là, vous allez avoir quelqu'un de l'autre côté qui va se racler la gorge et qui va peut-être vous dire « Tu veux vraiment que je te le dise ?» Alors, je sais pas si c'est agréable ou pas agréable, je pense que c'est une chance. Alors, forcément, quand on a une certaine idée de soi, qui est peut-être survalorisée ou qu'on s'est auto-construite, c'est jamais très facile de s'entendre dire, mais en fait, t'es pas présent pour ton fils, ou peu importe comment l'autre va vous dire ça, mais Donc, en fait, je prenais l'exemple de l'exploration d'interstices quand tu m'as demandé de me présenter. Pour moi, on est là, c'est-à-dire, ce qui va avec l'exploration d'interstices, et c'est pas du tout une interpellation graveleuse, hein, c'est ce que j'appelle la fécondation cosmique. C'est-à-dire, si je ne suis pas prêt à être, au sens presque spirituel du terme, à être fécondé, c'est-à-dire enrichi ou à changer mon regard, ou à enrichir mon regard par une information extérieure, je ne suis pas en capacité de création. C'est vrai pour un projet, mais c'est vrai pour la dimension spirituelle. Donc, le regard que va porter l'autre sur moi n'est pas vécu comme une attaque, comme une agression, mais comme une chance de progresser dans la conscience que j'ai de mes mécanismes. Donc, la fécondation cosmique, c'est la capacité à féconder, c'est-à-dire à s'enrichir d'une information. Alors, c'est vrai pour un bébé, évidemment, on voit bien l'image, mais c'est vrai surtout aussi pour les plans spirituels ou intellectuels. Donc, on se rend compte que ce qui fonde la vie, le signe de sociétés les plus matures, les plus élaborées, les plus évoluées, c'est la capacité à rentrer en dialogue. L'acte amoureux étant une forme de dialogue, puisque c'est un dialogue créatif
entre deux énergies féminines et masculines. Et ça, c'est au cœur de la culture Kogi. La vie passe par un dialogue entre deux énergies, comme le Tao, le Yin et le Yang, qui crée la dynamique de vie. Sauf que les Kogi leur portent au niveau matériel, au niveau intellectuel, conceptuel et spirituel, d'où ma réflexion de dire, si tu n'es pas un être fécond, au sens capacité de t'enrichir, de te transformer, par l'arrivée d'informations extérieures, qu'elles soient celles d'un ami ou même de la nature, parce que intègre la nature dans ce travail, eh ben tu risques bien de devenir un vieux con ou une vieille conne et d'aller nourrir nos systèmes politiques défaillants. J'avais une question. Alors, on m'a posé. J'ai mis quelqu'un dans la confidence hier que j'allais discuter avec toi, et je sais qu'il y a un vrai intérêt autour de l'association Chendukwa. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux et nous la présenter et nous parler surtout de sa vision et de sa mission? L'association Chendukwa a 25 ans cette année. Wow, ouais. Elle s'est fixée 3 grands axes de travail, 4 grands axes. Le premier, c'est de collecter des fonds. Et avec cet argent qu'on collecte, racheter les terres au profit de ces communautés autochtones, indiennes, que moi j'aime bien appeler sociétés racines, essentiellement en Colombie et essentiellement dans cette montagne. À ce jour, on a racheté et restitué 2386 hectares de terre. Donc ça a permis de redonner un peu espoir à ces communautés, parce qu'ils voyaient des gens qui faisaient des promesses et qui les tenaient à peu près. Donc ça c'est nouveau pour eux, parce que le nombre de traités qui ont été signés et qui n'ont jamais été respectés est impressionnant. Donc voilà, ça les changeait de voir quelqu'un qui tenait son engagement. La deuxième chose, ça nourrit, c'est la confiance, parce que du coup, s'ils tiennent leurs paroles, ça nous aide à leur faire confiance, donc on avance mieux ensemble. Et du coup, la confiance a ouvert un troisième champ, qui est le champ du dialogue. Si on se fait confiance, on peut peut-être vraiment se parler d'être humain à être humain, d'habitants de cette terre qui n'ont pas les mêmes regards sur la terre, la vie, la nature. Et on en arrive au troisième plan, qui est ce que j'appelle la fécondation cosmique. Les scientifiques, les modernes, ont des choses magnifiques et ils sont des êtres humains splendides. Les Kogi, les Arhuaco, les traditionnels ont des choses magnifiques et ce sont aussi des êtres humains splendides. Donc la difficulté vient du dialogue créatif. Pourquoi n'est-on pas capable de se parler ? Pourquoi faut-il que les civilisés traitent les autres d'archaïques ? Pourquoi cette échelle de valeur ? Donc c'est le dernier champ qu'on a ouvert, c'est des champs de dialogue entre la perception du monde, du vivant et de la vie et de l'éducation et de la santé, du territoire de ces sociétés dites traditionnelles et vivantes, et notre perception du monde. Et c'est pas juste un dialogue pour le fun, parce que je pense que notre vision aujourd'hui est dépassée, elle n'est plus opérative, elle ne nous permet plus de construire un monde souhaitable et désirable. Donc il y a urgence à la reféconder, si je garde mon image, avec des regards, des informations, des pratiques qui, elles, ont gardé un lien avec la nature. Alors, il ne s'agit pas de devenir Kogi, j'ai pas envie de devenir Kogi demain matin, mais d'oser refaire des liens d'alliance avec la nature et la vie. Et en ça, je pense que ces sociétés peuvent largement nous inspirer. En tout cas, malgré 5 siècles de destruction, elles sont encore capables de revenir vers nous en disant quand vous êtes prêts, on se parle, parce que je pense qu'on pourrait vous aider. C'est une des rares sociétés dites traditionnelles que j'ai rencontrées, qui n'a pas dit simplement venez nous aider, mais qui a dit aussi on pourrait vous aider. Alors ça, c'est original. Et ça vient complètement percuter notre rapport géostratégique, on va dire, où nous on est toujours positionnés dans les pays du Nord, qui vont aider les pauvres pays du Sud dans la misère. Là, c'est un peu une inversion. C'est les plus en bas de l'échelle sociale, les Amérindiens autochtones, qui vivent dans un pays entre guillemets du Sud, se proposent de venir aider le Nord, qui a perdu la boussole, qui sait plus où il va et qui est dans une démarche d'autodestruction. C'est intéressant. Et donc, si on avait l'audace du dialogue, ce n'est jamais que le dialogue qui peut ouvrir à la créativité d'un autre regard. Tant que la Russie et l'Ukraine ne dialogueront pas sur les vrais fondamentaux qu'il y a derrière leur conflit, on risque de continuer à s'engager dans des chemins fort destructeurs. Éric, toi aujourd'hui, tu es papa. Dans quelques années, imaginons je crois que c'est un garçon, hein ? Oui, c'est un petit garçon. Un garçon de 15 ans et une fille de 18 ans. Ok. Dans quelques mois, quelques années, tes enfants réécoutent cet épisode. T'as envie de leur dire quoi ?
J'ai envie de leur dire un peu ce que tu disais tout à l'heure. Sachez vous poser et regarder avec attention les choses, les phénomènes qui vous entourent. Ce serait une manière de dire de temps en temps, prends du recul pour pas simplement baisser la tête et foncer là où la lumière est plus crue ou plus attirante. Voilà. Prendre du recul. J'ai envie de leur dire prends soin de la relation, prends soin de toi, prends soin du monde, apprendre à prendre soin. J'ai envie de leur dire la vie est courte, ça n'est qu'un souffle. Donc n'hésite pas, comme j'ai pu le faire, j'ai eu la chance de le faire, à vivre tes expériences. Pour les adultes, elles paraissent insensées, mais ils ont besoin de ces expériences, cette initiatique, c'est ça qui va nourrir leur parcours de vie. Donc moi, quand mon fils, la première fois il est parti à 13 ans tout seul dans la forêt, j'ai préféré l'accompagner pour qu'il se sente en confiance d'y aller, plutôt que de lui dire, mais enfin, tout seul dans la forêt, c'est pas possible, jamais, plus tard. Non, vas-y, fais ton expérience, on va construire ce chemin-là ensemble, plutôt dans la transmission. Donc maintenant, à 15 ans, il y va tout seul, voilà. Je préfère accompagner les expériences que les empêcher au risque de la frustration et de l'incomplétude des enfants qui ont besoin d'expérience pour vivre. On en revient à ce que tu disais, on est des sociétés qui coupons toute expérience de risque. Donc c'est comme si on enlevait dans le deux, le yin, le yang, le haut, le bas, le bien, le mal, tout ce qu'on veut. On enlève une dimension, donc il n'y a plus d'apprentissage de la vie. On fait parfois des parcours famille dans la Drôme, dans l'école pratique de la nature et des savoirs. Et on n'interdit pas l'usage de la machette aux enfants. La machette, c'est un rasoir qui fait 20 cm de long. Par contre, on leur fait passer un permis machette. Comment ça fonctionne? Le risque, on leur fait passer le doigt sur la machette. On leur dit, t'as pas intérêt à courir, faut toujours la ranger. Voilà, on les prend pour des acteurs capables d'intégrer des informations. Et ils partent avec la machette. Un petit bout de 10 ans qui part avec une machette qui est presque aussi grande que lui. 90 des parents disent, mais faut leur enlever. Il va peut-être se couper une fois, c'est possible. Mais il leur a appris quelque chose de très important. Il leur a appris à apprécier le risque et à être en présence par rapport à ce risque. Et ça, c'est important qu'ils l'apprennent. Alors, il ne s'agit pas de lui faire n'importe quoi, n'importe comment aux enfants. Mais à force de leur mettre du goudron mou, des trucs mous partout, quoi, qu'ils se fassent de bosses, qu'ils se fassent pas mal, la vie est difficile et la vie nous fait surgir des épreuves. Donc autant aussi les préparer à ça, me semble-t-il. On arrive tout doucement à la fin de cette discussion. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu souhaiterais tendre le micro pour passer sur le podcast d'Aventure Humaine? Quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un qui a des choses à dire. Est-ce que tu penses à quelqu'un? Il y a deux images qui ont surgi. La première, je pensais à quelqu'un qui pour moi est presque à quelqu'un qu'on appelle la mère Terre. C'est bien une dimension féminine, mais je pense que notre gros problème, c'est la guerre avec le féminin. Ouais. Donc avec la Terre, on détruit toute la dimension féminine. Donc je lui passerai bien la parole. Et pour lui passer la parole, je passerai bien la parole à un Indien Kogi, ou une femme Kogi, qui pourrait nous parler de ce que c'est que l'aventure humaine versus Kogi, versus être une femme dans ce monde bizarre que nous traversons actuellement. Voilà ce que ça m'a fait venir à l'esprit. Ou alors une deuxième personne à qui je pense, c'est ma maman. Non pas parce que c'est ma maman, encore qu'un petit peu, mais parce que j'étais avec elle il y a pas très longtemps dans un endroit où des gens dansaient, etc. Et à 90 ans, elle emmenait tout le monde danser, elle mettait de la joie, de la simplicité dans le présent. Et je pense que des gens, il se trouve que c'est ma maman, mais des gens qui savent encore mettre de la joie, de la simplicité dans le présent, et entraîner les plus jeunes, bizarrement, et redonner de la vie et de l'espoir aux plus jeunes. Si c'est pas ça le rôle des anciens, alors qu'est-ce que c'est? D'illustrer le chemin qui peut donner envie aux plus jeunes de poursuivre l'aventure humaine, justement. C'est la joie et la simplicité et la qualité d'être. Je trouve, vu de ma fenêtre pas très objective, qu'elle intègre assez bien ce que j'aimerais envie d'incarner quand je serai plus âgé. Merci beaucoup. Et puis voilà, à tous les auditeurs et auditrices, si le parcours d'Éric, si les Indiens Kogi vous parlent énormément, je vous invite très sincèrement à rejoindre aussi l'association. Je n'ai aucune participation financière en vous disant cela. Je le fais avec je confirme.
avec mon cœur, mais vraiment voilà, rejoignez l'association Chendukwa. Il y a de très nombreuses rencontres digitales sur des thèmes passionnants. J'ai eu cette chance de pouvoir en participer à plusieurs d'entre elles et c'est vraiment voilà, c'est toujours très très intéressant et instructif. Voilà, donc si vous ne savez pas quoi faire de vos sous, vraiment vous pouvez faire des dons. Acheter de la terre. Voilà, exactement. Puis si vous n'achetez pas de la terre pour vous-même, bah écoutez, faites-le aussi pour les autres. Eric, merci beaucoup pour en fait, je sais que je pourrais te tenir la jambe au moins pendant 2 heures minimum, mais je sais aussi ton temps précieux et puis comme ça, je vais laisser aussi reposer tout ça et puis j'ai sûrement plein d'autres questions à te poser, mais merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré et puis voilà, tes précieuses réponses qui sont justes. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot qui me parlent beaucoup et j'espère qu'elles vous parleront aussi beaucoup. Chère Laura, Nehini Kuku, Sakashimalo Ate, merci beaucoup pour ce temps partagé. Je te remercie, grande sage. Merci à toi. Et puis, je sais que, voilà, moi, je te suis très souvent sur les réseaux sociaux et je vous invite vraiment à suivre Eric, qui a, notamment sur LinkedIn, mais qui a aussi des posts qui vous questionnent, au quotidien ou en tout cas plusieurs fois par semaine. Voilà. Donc, éveillons-nous et puis voilà. Je pense que nous sommes chacun sur notre chemin, mais il faut aussi avoir le courage de faire des petites actions. Merci beaucoup pour ta participation. Et moi, je vous dis à très très bientôt sur le podcast d'Aventure Humaine. Merci Laura.